Salut tout le monde, c'est Boris de Rue du Jeu, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. On se retrouve pour une vidéo plutôt à la cool, plutôt simple. J'en avais besoin après la longue rétrospective Luciani qui m'a épuisé. Franchement, c'était énormément de travail pour une vidéo à l'arrivée, je pense, assez lourde à digérer pour vous aussi, mais en même temps dense avec beaucoup d'infos. Vos retours sont plutôt positifs par rapport à ça. Et franchement, si ça vous a plu, n'hésitez jamais à me le dire, n'hésitez jamais à partager mon travail, à le soutenir de la façon que vous voulez, que ce soit en likant, en commentant, en partageant à des gens qui peuvent aimer, voire en faisant un don sur le Ko-fi. Si vous voulez en plus accéder au podcast Café Jeu, ça c'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment des vidéos qui sont épuisantes à faire et je peux pas faire que ça, tout simplement. Donc il me faut aussi des formats plus légers. Et puis si vous arrivez sur cette chaîne par hasard et que ce que je fais a l'air de vous plaire, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. J'avais le rêve secret d'atteindre les 2000 abonnés avant 2024. Bon, on n'y sera pas, mais on en est plus très loin, donc encore un petit effort, merci, ça me soutient, ça me donne de la force. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Il s'y passe plein de choses, vraiment, je fais des stories quasiment tous les jours avec les jeux auxquels je joue, des fois il y a des avis exclusifs qui se passent là-bas. J'ai aussi testé hyper récemment les shorts, j'ai fait un avis en 1 minute sur Raising Robots, un Kickstarter plutôt attendu que je venais de recevoir. Donc pareil, n'hésitez pas à me faire des retours si ce genre de format vous plaît. Voilà, c'est des formats beaucoup plus légers, comme le podcast en fait, qui me permettent de donner mon avis de façon simple, sans devoir écrire un script, sans devoir mettre tout mon setup vidéo, faire des jours et des jours de montage derrière. Ça fait du bien parfois aussi pour m'aérer l'esprit. Et enfin, si vous avez reçu un peu de pognon à Noël et que vous avez envie d'acheter des jeux, n'hésitez pas à passer sur la boutique partenaire Golden Meeple. Cédric, c'est vraiment un mec formidable et il mérite qu'on le soutienne, donc allez faire un tour là-bas. Voilà, le blabla d'introduction est fait. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le bilan de 2023. Alors je sais, c'est pas très original, mais je vais essayer de le faire d'une façon qui me ressemble. Vous avez demandé sur YouTube et sur Insta si vous étiez partant pour un top flop de 2023 ou pas. C'est un peu le marronnier des chaînes YouTube ludiques, pas que ludiques, mais notamment. Vous étiez plusieurs à être chaud, tout en me disant, fais un truc qui te ressemble. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que ce serait un bilan 2023 qui me ressemble. Et en fait, je suis passé par plusieurs idées, dont celle de la forme des punchlines. Donc je voulais parler de jeux en une seule phrase, en fait, avec parfois des saillies un petit peu provoques, comme ça, qui piquaient, notamment sur les flops. Et en fait, je pense que c'est une fausse bonne idée, parce que, même si vous semblez apprécier les vidéos qui traitent rapidement de plein de jeux en même temps, je pense que vous êtes là aussi pour du fond, et une phrase, vraiment une phrase, ça paraît un peu court. Du coup, j'en arrive à mon concept d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Je vais prendre les 12 mois de l'année 2023, et je vais faire une rétrospective, en fait, finalement, c'est ce qu'on fait de mieux sur cette chaîne, en revenant rapidement sur ce à quoi j'ai joué chaque mois, en développant à chaque fois un top et un flop. Donc il y a 12 mois de l'année x 2, si je compte bien, je suis pas super bon en maths, mais ça fait 24 jeux, ce qui est pas mal pour démarrer 2024, je pense. Alors, évidemment, ces 2 x 12 jeux, c'est pas que des sorties 2023. Moi, vous me connaissez, je ressors aussi beaucoup des vieilleries. Je vois pas l'intérêt, en fait, de parler que de nouveautés de l'année écoulée. Déjà, tout le monde fait ça partout, donc moi j'aime bien tirer mon épingle du jeu, mais pour celles et ceux qui aiment vraiment ça, qui ont vraiment envie de savoir quels sont les 10 jeux de 2023 que je recommande, je consacre un épisode du podcast Café Jeu à mon top 10 des jeux sortis cette année. Donc si vous avez envie d'y accéder, il suffit d'un petit don de 2 € minimum sur Ko-fi, même pas mensuel, ça peut être du one shot, et vous avez accès non seulement à cet épisode-là, mais aussi à tous ceux qui précèdent. Bon, je vais pas m'étendre sur les jeux, je vais pas rappeler les règles. Le but ici, c'est simplement de vous donner un large aperçu de mon année ludique en peu de temps. Pour les tops, si vous avez envie d'en savoir plus, ce sont par définition des jeux auxquels je joue beaucoup, donc j'en ai probablement déjà parlé ça et là sur la chaîne ou en podcast. Et pour les flops, a priori je vous recommande pas chaudement ces jeux, en tout cas j'ai pas eu envie d'y consacrer énormément de temps cette année, mais si vous souhaitez des arguments supplémentaires, vous pouvez m'écrire en commentaire YouTube, sur Instagram, sur Ko-fi, et on en discute et je peux donner des arguments supplémentaires s'il faut. Je me ferai un plaisir de développer si vous en ressentez le besoin. Avant de commencer le détail mois par mois, quelques chiffres sur mon nombre de parties globales en 2023.
Bon bah c'est simple, 2023 c'est ma plus grosse année ludique de tous les temps, tout simplement. J'avais déjà plusieurs fois dépassé les 1000 parties, mais là c'est carrément débile, je dépasse les 1500, j'approche même des 1700, plus j'enregistre, on est le 22 décembre, donc il y a encore quelques jours pour encore faire gonfler les stats. Pour vous donner une idée, en 2022, avec une méthode de comptage similaire, j'avais enregistré 1336 parties, et si ça vous intéresse, je détaille ma méthode de comptage des parties dans la vidéo sur mes 5 jeux les plus joués. Alors il y a une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qui explique que je joue autant? Bon bah déjà, il y a des raisons logistiques liées à l'infrastructure en fait. J'ai une grande maison qui est proche du centre-ville avec une pièce dédiée au jeu. Donc même si j'ai des enfants en bas âge, il n'y a pas besoin de ranger la maison, de s'assurer que le salon est libre, etc. Pour pouvoir jouer. Je peux inviter des gens quand je veux, et on sort une boîte et c'est parti. Je peux même installer les jeux à l'avance, s'ils sont pas rangés immédiatement, c'est pas grave, etc. Donc il y a énormément de facilité à être dans un environnement qui est propice à jouer n'importe quand, dès que quelqu'un est dispo. Et puis on n'est pas à Paris, hein. Liège, c'est petit, c'est facile d'accès, il y a plein de joueurs et joueuses autour de moi qui habitent à 5-10 minutes de voiture, maximum 20, donc on n'a pas à se taper 1 heure de métro, ça aide forcément, et ensuite bah, j'ai la chance de jouer avec tout le monde autour de moi. Il y a une dizaine de joueurs plus ou moins réguliers qui passent chez moi, souvent en soirée, parfois en matinée quand le boulot me le permet. Donc on parle de 2 ou 3 sessions par semaine en général, et puis je joue avec mes amis proches et moins proches, je joue avec mon épouse, je joue avec mes frères, avec mes belles-sœurs, avec mes parents, avec ma fille Mia, 4 ans, que vous connaissez, c'est de loin celle avec qui je joue le plus en termes de nombre de parties, hein. 312 parties avec Mia cette année, mais même si j'enlève les jeux joués en sa compagnie, il reste plus de 1350 entrées dans les stats, ça reste pas mal. Alors ensuite, il y a les plateformes en ligne comme Board Game Arena et dans une moindre mesure Yucata. BGA, ça a été ma machine à Ark Nova cette année. Si on prend en compte les chiffres du numérique, bah, c'est d'ailleurs mon jeu le plus joué cette année, principalement avec Benjamin, qui est vraiment très très fort, qui est difficile à battre, mais aussi avec Joël, des Incredibles, qui s'est enfin mis à la plateforme. Plus de 50 parties d'Ark Nova cette année, donc, mais seulement 6 en physique. Ça va sûrement remonter quand j'aurai davantage l'occasion de sortir l'extension. Il y a aussi Yucata, que je pratique uniquement avec mon ami Pierre, qui vit à Paris. Donc avec Pierre, on a en partie les mêmes goûts, hein, des Istari, du Feld. C'est clairement quelqu'un avec qui je jouerais très régulièrement si on n'habitait pas aussi loin l'un de l'autre. Cette année, on a fait beaucoup de Carpe Diem, beaucoup d'Oracle de Delphes, de Feld. J'ai aussi redécouvert Iwari, anciennement China de Michael Chacht, qui fonctionne très très bien à 2. Donc voilà, moi je trouve ça dommage de pas prendre ces parties en compte juste à cause de la distance qui nous sépare, parce qu'en fait, si on était rassemblés en vrai, ben, on jouerait tout autant. Je veux bien entendre que pour certains, comptabiliser les parties sur BGA, même si c'est uniquement avec des gens qu'on connaît, c'est tricher. Du coup, je vous invite à relativiser, hein. Ces parties en numérique, elles représentent que 200-250 parties sur mon total de 1600-1700, donc ça reste une minorité, je joue surtout en physique. Et si on prend que les jeux joués en physique, bah ça va être Nucleum, mon jeu le plus joué en termes de temps de jeu, avec 7 parties pour 18 heures de jeu. Est-ce que ça sera aussi mon préféré de l'année? Mystère. Sinon, en nombre de parties, ce serait plutôt Marvel Remix, donc 28 games joués, c'est pas mal, et en même temps, ça va vite et ça s'enchaîne facilement. Donc le comptage du temps de jeu, il est important pour garder la tête froide. Oui, 28 parties de Marvel Remix, mais en temps de jeu, ça représente pas tant que ça. Et à l'inverse, 7 parties de Nucleum, bah, c'est quand même pas mal. Alors, si j'enlève les jeux en numérique, que je retire les parties avec ma fille et que j'évacue le jeu solo, ce qui représente quasiment que Marvel Champions, hein, moi je joue très peu en solo, on reste à plus de 1000 parties en 2023 en physique avec des adultes autour d'une table. Je conçois que c'est énorme, que j'ai beaucoup de chance, et c'est aussi ça qui m'a motivé à lancer une chaîne YouTube et un podcast en fait, c'est partager avec vous des retours de toutes ces parties que j'ai le plaisir et la chance de pratiquer. Alors tant qu'on est sur les chiffres, on peut parler du nombre de jeux achetés, ou plutôt de jeux entrés dans ma collection cette année, puisque 2023 c'était ma première année vraiment en tant que vidéaste actif, avec les premières boîtes offertes, que ça soit par la boutique partenaire Golden Meeple ou par des éditeurs. Alors il y a eu qui cette année? Il y a eu principalement Yellow et Impatience, un tout petit peu Super Meeple. En 2023, j'ai donc acquis 118 nouveaux jeux. Alors c'est beaucoup trop,
Pour vous donner une idée, on était à 84 jeux en 2022. En même temps, je l'ai dit, dans le tas cette année, il y a des jeux offerts, etc. Et 118, ça reste moins grave qu'en 2021, année de pur craquage. En fait, j'étais en fin de thèse, donc je devenais fou et acheter des jeux comme ça de manière déraisonnée était mon exutoire, était ma catharsis. Donc j'ai fait plein d'achats que j'ai regrettés ensuite, mais c'est une autre histoire. Et en 2021, j'avais chopé 156 nouveaux jeux. C'est une aberration. Bon, alors après, je revends aussi beaucoup de jeux. C'est plus difficile d'avoir des chiffres précis, mais rien que dans les 118 jeux obtenus en 2023, je n'en ai gardé que 106. Et je me suis aussi évidemment séparé de jeux achetés durant les années précédentes. Ma collection, elle s'élève à ce jour à 483 jeux. En comptant les jeux enfants, il y en a une bonne cinquantaine, mais ça reste énorme, évidemment, même si, je le rappelle, je joue depuis mi-2011, donc ce sont des boîtes accumulées sur le long terme, et puis j'ai la chance de jouer beaucoup, donc même si ça ne se justifie pas d'avoir autant de jeux, c'est pas non plus complètement déraisonné comme collection, ça reste quelque chose qui est concordant avec ma pratique et le temps que j'y consacre, tout simplement. Alors j'ai encore un peu de place, là, dans les étagères, plus beaucoup, hein, mais j'essaye tout de même d'être sélectif dans mes achats, et quand il y a des jeux qui m'intriguent sans que je sois sûr qu'ils me plaisent vraiment, j'ai la chance de pouvoir les demander à Cédric de Golden Meeple, ou aux éditeurs, mais eux, ils répondent un peu moins souvent, hein, on va pas se mentir. 2023, c'est enfin une année pendant laquelle mon jeu Oppression a beaucoup tourné. C'est un jeu que j'ai co-créé pour le boulot, qui est mon premier vrai jeu terminé. Je vous en parlais dans ma dernière FAQ. Oppression, on l'a animé 43 fois cette année, grâce à toute l'équipe, et c'est absolument énorme en fait, ça fait quasiment une fois par semaine, en sachant qu'à chaque fois, quand on l'anime, c'est à des groupes de 6 à 8 personnes, et qu'en plus les retours sont globalement toujours positifs, donc ça me rend très fier. Pour autant, moi je me vois pas poursuivre dans le game design dans un autre contexte que le boulot, parce que c'est un luxe énorme en fait de pouvoir développer un jeu en étant salarié, et c'est malheureusement assez rare dans le monde du jeu, et je suis loin d'accéder à ce genre de poste. Moi, si je devais créer un jeu sur mon temps libre, sans rémunération, je suis certain que je me découragerais avant la fin du processus. Donc franchement, force à tous les auteurs, à toutes les autrices qui font ça bénévolement, vous êtes des as, quoi. Ok, on a fait le tour des infos globales, on va maintenant passer au top et au flop de chaque mois. On va suivre chronologiquement le calendrier, comme dans une rétrospective finalement, et on commence évidemment en janvier. Ok, on est parti. Je vais principalement utiliser le site BoardGameGeek, même si en vrai, moi j'utilise BGStat pour encoder mes stats de partie. C'est quand même plus pratique de pouvoir le faire depuis son téléphone directement pendant les temps morts d'une partie ou quoi. J'en parlais déjà dans une vidéo précédente. BGStat, c'est vraiment une appli que je recommande, qui coûte seulement 5 €. Après, vous l'avez à vie. Il y a toute une série de fonctions débloquables, mais qui sont pour moi un peu anecdotiques, vraiment annexes. Vraiment pas obligatoires en tout cas, même si je sais que Paul Gara, si tu me regardes, toi tu trouves ça très important. Mais donc là, on va passer par BoardGameGeek pour pouvoir naviguer dans ces différents mois et à chaque fois retenir quel est mon top et flop parmi les jeux pratiqués dans ce mois-là, en sachant que c'est pas que des nouveautés de 2023, je le répète. Donc en janvier, 97 parties, c'est pas mal, mais voilà, tu sens que c'est le début de l'année, qu'il faut encore se chauffer. Il y a de l'anecdotique, Seven Wonders Architect, pratiqué avec Benjamin sur Board Game Arena. En fait, ce qui est intéressant avec 2023, c'est que c'est vraiment une année complète durant laquelle j'ai pu investir l'espace dans lequel vous me voyez tourner, parce qu'on a déménagé dans cette nouvelle maison fin janvier, autour du 21 janvier, je crois, 2023. Donc, début janvier, j'étais encore dans mon ancienne maison qui était moins adaptée pour jouer, pour inviter des gens régulièrement. Et puis, courant janvier, j'ai commencé à mettre en place ce que j'appelais les ludobobos, donc des soirées-jeux hebdomadaires. Ça a tenu un temps, puis ça s'est essoufflé. En fait, moi, j'avais envie d'instaurer un jour fixe pour qu'on puisse jouer. Ça marche un temps. Et puis, à un moment, il suffit qu'il y ait des gens qui soient pas disponibles. On faisait ça le lundi, 2, 3 lundis d'affilée. Et là, ça s'effondre et tu te dis, pourquoi s'accrocher à un jour fixe? Moi, je voulais instaurer un réflexe dans la tête des gens. Et c'est vrai qu'ils se disent, le lundi, on joue chez Boris. Mais finalement, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'énergie, mais envoyer ces disponibilités chaque semaine, ça reste le plus efficace. C'est certes une solution assez chronophage, mais c'est la meilleure pour optimiser, pour avoir un maximum de gens, un maximum d'occasions, tout simplement. Et ça demande de l'énergie, clairement, et c'est une énergie que tout le monde n'est pas prêt à investir, mais moi je considère qu'il faut le faire si on veut pouvoir jouer beaucoup, ça fait partie de la clé du succès. En janvier, donc, qu'est-ce que je retiens dans tout ça? Pas grand-chose, finalement, il y a pas mal de jeux là-dedans
que j'ai oublié, voire que j'ai revendu. Les Gardiens de Havresac, ça fonctionnait pas, il n'y avait pas d'interaction. Messina, c'est un sushi dont on n'a fait qu'une seule partie avec Benjamin. Mais si je devais citer un flop du mois, ce serait Imperial Settlers, un jeu de cartes à 2 joueurs, qui avait plutôt bonne réputation. Hein. C'est un jeu d'Ignacy Trzewisek, qui est un auteur assez renommé. Mais moi, ce jeu, il m'a laissé assez froid. C'est du jeu d'affrontement asymétrique comme il y en a tant d'autres, où on joue une faction, on essaye de la mener au mieux. Mais franchement, que ça soit les effets de cartes, que ça soit le tempo, que ça soit le manque d'interaction flagrant, il n'y a rien qui m'a emballé dans ce jeu. On en a fait une partie avec Julien, avec lequel on joue fréquemment à des jeux de cartes d'affrontement. C'est avec lui que je me suis lancé à corps perdu dans Unmatched. Bah, ce jeu-là m'a vraiment pas laissé une forte impression. Et en même temps, c'est un marché qui est tellement concurrentiel, les jeux de cartes d'affrontement asymétriques comme ça, on doit maîtriser une faction, que ça devient difficile d'exister. Et même si celui-là, il est là depuis plusieurs années, je pense qu'il a vieilli et je pense qu'il est moins intéressant aujourd'hui. Il y a ce système de tableau building qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois. Et peut-être qu'il était précurseur à l'époque, mais en tout cas, quand on le pratique en 2023, on se dit pourquoi est-ce que je m'acharnerais sur ce jeu. Concernant le top du mois, on pourra en citer plusieurs, évidemment. Il y a Beyond the Sun qui est incroyable, il y a Ultimate Railroads qui fait partie de mes jeux préférés, il y a Nidavellir que j'aime toujours pratiquer, même sans extension, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne très bien des 3 joueurs. Mais s'il y en a un que j'ai envie de déterrer, c'est Hauteville. Hauteville parce que justement, c'est un jeu qu'on possède depuis 2012, qu'on joue exclusivement à 2 avec mon épouse et qu'on a ressorti ce mois-là. On en a fait même 2 parties tellement on avait envie de le creuser. Et ça, pour le coup, ça n'a pas pris une ride et c'est toujours incroyable. C'est un jeu très peu connu de What's Your Game. C'est une espèce de placement d'ouvriers assez malin où on a 4 cartes ouvriers qu'on va jouer à tour de rôle pour plusieurs choses. On peut récupérer de l'argent avec, on peut choper des ressources. C'est à ce moment-là que ça devient du placement d'ouvriers. Et on peut aussi récupérer des cartes en main, des cartes bâtiments qui sont dans une rivière de cartes qu'il faut parvenir à gérer. Et on va ensuite dépenser les ressources qu'on aura accumulées pour placer nos bâtiments dans une ville commune. Et c'est là où l'interaction est très forte et le jeu se pratique très bien à 2 parce qu'on peut vraiment surveiller ce que fait l'adversaire. C'est que les bâtiments vont souvent scorer en fonction de ce qu'il y a autour. Vous devez respecter les chemins un peu à la Carcassonne, sauf que c'est avec des cartes. Et donc, faut faire très attention à comment vous placer, à pas se bloquer soi-même ou à l'inverse, à bloquer son adversaire en fonction des positionnements de bâtiments. Il y a vraiment une notion de tempo qui est très importante. Et puis, il y a des pouvoirs spéciaux qui sont très intéressants et on joue avec un de chaque faction à chaque partie et il y en a je crois 3 ou 4 dans chaque faction, donc ça fait un renouvellement qui est intéressant. Il faut s'adapter en fonction des parties et en même temps le jeu est très épuré, il y a très peu de choses dedans. Voilà, ça donne un tableau de jeu un petit peu comme ça à la fin. Vraiment moi j'adore Hauteville. C'est un jeu que je prends toujours beaucoup de plaisir à ressortir. Je sais pas si vous pouvez encore le trouver en occasion ou quoi, mais si vous aimez les petits jeux de cartes à 2 tendus en 20-30 minutes, moi je vous le recommande très chaudement. Mon mois de janvier a été marqué par la redécouverte de ce jeu, clairement. On passe en février. Février, gros mois ludique. Ça y est, la pièce est bien installée. On peut en profiter pendant tout le mois, faire des soirées jeux assez intensives. Et ça se ressent dans le nombre de parties, puisque en février, 161 parties d'après BG Stats. Bon, bien sûr, là-dedans, il y a des trucs à minimiser. Hein. Il y a 10 parties solo de Marvel Champions. Il y a 7 parties de Mindbug, qui est un jeu qui va très vite, donc ça fait vite gonfler les chiffres. Mais ici, le top va vite s'imposer. Ça paraît une évidence. Et je suis désolé, hein, j'en parle très régulièrement sur la chaîne, mais c'est comme ça. Février, c'est le mois de Grand Industria Hotel. Je vous la fais courte, on en a parlé encore dans la rétrospective Luciani, on en a parlé dans la vidéo avec mon épouse, mais c'est ma découverte Eurogame de l'année, peu importe que ça soit un jeu sorti en 2016, moi je l'ai acquis en 2023 directement avec son extension. Et rien qu'en février, j'en ai fait 4 parties, certaines à 3 joueurs pour faire découvrir, parce que j'étais hyper enthousiaste autour de moi, mais aussi essentiellement avec mon épouse. Donc ça a été le renouveau de l'Eurogame pour elle. On parvenait plus à sortir de gros jeux entre guillemets ensemble en tête à tête le soir, elle était trop fatiguée et celui-là c'est passé, elle est
Elle a été accrochée par le thème, elle a été accrochée par la fluidité des actions, en même temps la profondeur des mécanismes, le côté incisif. On n'a jamais que 14 actions sur la partie, donc faut bien peser ces trucs. Elle a une facilité de rentrer dedans que d'autres Eurogames ne lui donnent plus, et rien que pour ça, en fait, je remercie ce jeu. En fait, il y a un affect particulier à ce jeu, parce qu'il m'a permis de refaire des jeux un petit peu complexes avec mon épouse, et de manière générale, je sais que s'il faut faire un Eurogame, ça va être celui-là, et moi, je vais y prendre du plaisir, elle aussi, et on va pas se prendre la tête plus que ça à aller chercher une nouveauté. Je vois pas l'intérêt d'aller lui faire découvrir un Nucleum ou quoi, quand il y a celui-là qui fait le taf en un temps mesuré, et qui nous fait kiffer à chaque fois, tout simplement, et qui nous fait passer un bon moment ensemble. En plus, elle gagne très très souvent, donc c'est un vrai défi pour moi de parvenir à la battre. Et ça, c'est intéressant, c'est engageant. Donc voilà, Grand Austria Hotel, un jeu qui a marqué mon mois de février de très très loin. Et si je devais citer un flop en février, c'est très facile. Beaucoup de jeux joués, mais mon regard s'arrête vraiment sur un qui a fait flop complet. C'est Boulette, que j'avais acheté sur une recommandation du Passe-Temps. Moi, j'adore l'équipe du Passe-Temps, j'aime bien les soutenir, donc souvent quand ils s'emballent sur un jeu, je l'achète en me disant on verra si ça me plaît ou pas, mais au moins c'est une marque de soutien que je leur fais. Celui-là n'a pas pris du tout. C'est une espèce de jeu vidéo en temps réel avec une bande-son hyper too much derrière qui cherche à vous mettre dans l'ambiance, etc. J'ai pas vraiment compris la proposition. Je trouve le principe qui est de on joue chacun de notre côté, on tire des jetons, on va essayer de les associer par couleur pour pouvoir les faire exploser et puis les envoyer chez le voisin. En fait, ça n'a pas pris ici, je trouve ça brouillon. Je trouve que les règles sont pas assez épurées pour ça, en fait, avec les pouvoirs, les points d'action, etc. On s'y perd un peu trop. En plus, il faut être sûr que tout le monde autour de la table comprend en même temps. C'est le problème dans les jeux en temps réel. On a beaucoup reproché ça à Time of Empire, par exemple. Moi, ça m'avait pas fait ce souci-là. Mais dans celui-ci, vraiment, j'ai trouvé la quantité de règles à absorber trop indigeste pour qu'on puisse rentrer facilement dans l'expérience, et on te vend un truc nerveux dont les manches vont durer 3 minutes, il me semble, etc. Et au final, ça n'en a pas du tout la saveur, parce que tu dois vraiment commencer à réfléchir aux pouvoirs, à leur implication, à vérifier que tout le monde a bien compris, et ça rend le truc assez pâteau, assez balourd, et j'ai pas eu envie de creuser plus que ça. J'en ai fait 2, je pense, et j'ai revendu le jeu parce que l'expérience ne me correspondait pas du tout. Pourtant, je suis très client des jeux en temps réel, mais pour moi, il faut qu'il soit léger, immédiat, et qu'on puisse très vite rentrer. Mars est encore au-dessus, avec 170 parties. Bon, encore une fois, ces chiffres astronomiques qui sont à relativiser, hein. Là-dedans, il y a 11 parties d'Ark Nova, il y a 11 parties de Marvel Remix, donc forcément, ça fait vite monter la sauce. Mais si je dois citer un top qui a marqué ce mois-là, là encore, il me vient vite à l'évidence, parce qu'il se retrouve dans le haut du nombre de parties jouées, pour le coup. C'est Demain tu m'as tué, qui est une nouveauté 2023, en tout cas en VF, il me semble. Un jeu à la boîte absolument magnifique, et un jeu abstrait qui a une vraie proposition thématique, et ça c'est quand même assez rare pour être souligné. Un jeu dans lequel on voyage dans le temps, donc vous en avez probablement déjà entendu parler, hein. Il a été pas mal médiatisé. First Player en a pas mal parlé aussi avec Séverine. Dans Demain tu m'as tué, on a 3 plateaux, et ce qu'on fait dans le plateau du passé peut avoir des répercussions sur le présent et sur le futur. Nos pions vont pouvoir voyager d'une époque à l'autre en créant des doubles, etc. Et en fait, c'est un jeu qui, dans l'engouement qu'il a procuré avec mon ami Romain, avec lequel on pratique beaucoup de jeux abstraits, principalement les projets GIF, il y a une vidéo qui va arriver très bientôt là-dessus sur la chaîne, le jeu a réussi à rivaliser avec nos classiques du genre, avec le projet GIF qui était installé depuis des années, et on s'est vraiment plongé dedans avec Romain. On a fait toutes les boîtes. Il y a 4 petites boîtes qu'on ouvre dans le jeu et qui ajoutent des règles petit à petit. Je dirais pas que c'est un jeu évolutif pour autant. Pour moi, c'est presque comme 4 jeux en un. Voilà, c'est le genre de jeu qui te fait un effet waouh quand tu le découvres et t'as envie d'enchaîner les parties. Sur le long terme, on le ressort plus tant que ça, mais en même temps, je sais que je prendrai plaisir à le faire redécouvrir à d'autres personnes, rien que pour le côté assez génial de son concept, qui fonctionne à la fois en termes de règles, c'est assez épuré, même si
Chaque boîte, il faut réapprendre un petit peu des règles, ça s'assimile assez facilement. Il y a une logique aussi thématique qui fait que ça fonctionne. Et le jeu m'a vraiment impressionné, il est magnifique, il est très bien édité. C'est Pandasaurus à l'origine, mais Yellow l'a super bien localisé. Et c'était assez ambitieux de miser sur ce jeu-là, parce que c'est quand même pas facile à vendre, c'est une proposition assez singulière. Donc on a besoin de plus de jeux comme ça en fait. Et rien que pour ça, demain tu m'as tué, il a marqué mon mois de mars avec 8 parties. Clairement c'est solide. Ah, il y avait beaucoup de choses ce mois-là, je regarde. Il y a la Famiglia, il y a On Mars, c'était ma première partie de Lacerda ever. J'ai bien aimé, ça c'était pas un flop pour le coup. Alors, si je dois citer un flop, alors, malheureusement ça me fait mal au cœur, mais Lofoten. Alors Seb Duge, Sébastien Dujardin, auteur du jeu, si tu tombes sur cette vidéo, désolé, tu sais que j'adore ton travail, tu sais que j'adore Pearl Games, mais Lofoten n'a pas pris chez nous. Je possède encore la boîte, je suis pas encore allé jusqu'à le revendre, mais ce jeu 2 joueurs où on doit diriger une roue dans une thématique viking, franchement ça prend pas. On en a fait 3 parties, il me semble. On a essayé un petit peu les modules d'extension et tout, même pour persévérer, mais on n'est pas hyper excité par le challenge intellectuel de repérage dans l'espace. Il y a plein de bonnes idées de Lofoten. Vous avez une main qui est fixe, vous pouvez pas changer les cartes de votre main. Si vous jouez la carte de gauche, ça va déplacer votre roue vers la gauche, la carte de droite, votre roue vers la droite, la carte du milieu, vous chargez la marchandise dans votre roue et ça vous donne un petit pouvoir bonus. Et partant de là, c'est une forme de pick-up and delivery, mais assez originale. Donc vous essayez de ramasser des marchandises et puis après de les livrer dans les bons entrepôts, et il y a un petit jeu de majorité, etc. Franchement, sur le papier, le jeu fonctionne. En plus, les illustrations sont signées Weverson Santiago, mon illustrateur préféré, donc il avait tout pour me plaire, j'étais hyper excité, et je sais pas, il y a un truc vraiment dans le gameplay qui fait qu'on n'accroche pas à la proposition, au challenge. Les jeux de repérage dans l'espace, comme ça, c'est pas trop mon truc. Pick-up and delivery, j'aime bien, mais quand il y a une notion de planification des déplacements, et ici, c'est un jeu plutôt tactique, quoi. On doit faire à chaque fois avec les cartes qu'on a en main, en chaque tour on en repioche une, on peut juste la placer à gauche ou à droite, donc il y a une part de planification, mais qui est pas hyper développé, quoi. Et sachant qu'on joue de moins en moins à deux avec mon épouse, je sais pas dans quelle mesure on va encore énormément s'y accrocher. En tout cas, je pense pas qu'il soit ressorti depuis mars. Donc malheureusement, force est de constater que ça a fait un flop chez nous, mais ça n'enlève rien à Pearl Games, à tout ce qu'ils ont accompli, et au fait que j'aime ce studio défunt d'amour, au point que ça a été la première vidéo du vrai lancement de la chaîne. Avril 2023, 151 parties. On est sur une moyenne qui reste costaude. On sent que le début d'année, il a été bien chargé en jeu, et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du That's Not a Hat, on a du Trio. Trio, c'est marrant. J'ai vraiment fait 6-7 parties le même mois, et puis je l'ai plus du tout ressorti, quoi. Alors, je dirais pas que c'est un flop pour autant, parce que le jeu est fun, mais il a pas réussi à s'imposer de manière régulière. Je vais choisir un flop qui va en faire bondir plus d'un. Mais Heat, ma partie découverte à 5 joueurs, franchement, elle m'a pas emballé plus que ça. Et je sais que c'est une anomalie parce que tout le monde adore ce jeu. Même quand on en a rien à foutre de la Formule 1, il y en a plusieurs qui le considèrent hyper efficace, la bonne formule Days of Wonder à l'ancienne, qui parvient à réconcilier public familial, public initié, même public expert. Mais moi, j'ai trouvé ça long pour ce que c'était, ça dure 1 heure, la phase de révélation, elle est fastidieuse, donc en même temps, t'as envie de jouer à beaucoup pour qu'il y ait du challenge dans la course. Et en même temps, je trouve ça assez pénible de dire « Ok, machin, révèle ta carte, donc on fait le total, ça va, tu te craches pas, tu passes le virage, etc. » J'ai pas ressenti énormément de suspense, d'excitation. Bon, après... disclaimer, évidemment, première partie, on a joué au jeu de base, il n'y avait pas la météo, il n'y avait pas tous les modules d'extension, etc. Mais vraiment, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin, ça m'a pas donné envie de l'acheter, alors que le jeu semble s'imposer chez tout le monde. Mais moi, alors je dis pas que j'y rejouerai pas pour quand même creuser et peut-être finalement voir ce que d'autres y trouvent et tout ça, peut-être essayer avec des modules supplémentaires si l'occasion se présente, mais clairement, pas de coup de cœur chez moi. J'ai trouvé la mécanique sympa sans plus, et en fait, si je dois réfléchir à un jeu de course qui allie mécanique et thématique, je crois que je préfère Automobile chez AEG, qui a un backbuilding où on achète des cubes au fur et à mesure, qui ont des capacités spéciales, et on va aussi emmagasiner des cubes qui polluent notre sac et qui vont faire que notre voiture va être moins performante au fil du temps. Clairement, moi ça me parle plus, ça m'excite plus en tant que joueur, que ce truc des cartes de chaleur qui vont venir dans ton deck, etc. Je trouve moins fin, moins immédiat, et franchement pas hyper
super profond, au premier abord en tout cas. Désolé pour celles et ceux que ça choque, mais voilà, on est là pour de l'authenticité, hein, pour parler à cœur ouvert. Alors un top en avril maintenant, dans ces 150 jeux joués, là. Bon, on va pas choisir Barrage, ce serait l'évidence. Je dirais pas que je retiens la Familia, parce que j'en ai fait 4 parties de manière très rapprochée, et puis plus rien, parce que difficile à sortir, parce que l'enthousiasme est retombé dans les joueurs autour de moi. Donc ce serait un peu malhonnête de dire que c'est un top de l'année, même si moi j'ai aimé la proposition, j'ai aimé ce qu'il m'a fait ressentir, j'ai aimé évidemment les illustrations de Weberson Santiago, etc. Non, bah en top, je vais vous parler de Living Forest, qui a beau être un jeu de 2021, moi j'y ai beaucoup joué cette année, parce qu'il y a eu la sortie de l'extension Kodama, et Living Forest, je trouve ça incroyable, je suis étonné qu'on parle pas plus de ce jeu. Ce deck building qui reprend la mécanique de Mystic Vale, mais qui en fait un truc plus interactif, plus tendu, avec un aspect course que moi j'affectionne tout particulièrement, qu'on retrouve dans mes jeux préférés comme Race for the Galaxy, bah là on y est à fond. L'extension Kodama, elle est super, elle ajoute un mode solo très très bien foutu, elle ajoute des nouvelles voies stratégiques et rééquilibre, même si moi je trouvais que le jeu de base était déjà bien équilibré, et pour l'avoir pratiqué de manière compétitive sur BGA, je peux vous assurer que c'est le cas, mais voilà, ça fait taire certaines critiques qui avaient été émises, en disant que le feu, c'est trop facile comme axe stratégique, ce qui est n'importe quoi quand on sait bien jouer, mais c'est pas grave. Living Forest, ça a en plus le bon goût d'être magnifique, mais magnifique, ce qui ne gâche rien. Alors ça suffit pas du tout à faire un bon jeu, mais clairement, les illustrations me tabassent la rétine à chaque fois. Et moi, j'adore, quoi. Il y a plein de trucs hyper malins dans le jeu, c'est super interactif. Vraiment, dans la planification de ses coups, le fait que quand on achète une carte, elle vient directement sur notre paquet, on peut très bien planifier sa manche d'après, dans le tempo de à quel moment on va sauter par-dessus nos adversaires pour leur piquer telle ou telle tuile. On peut faire des victoires assez inattendues. Et en même temps, encore une fois, quand tu as développé ta lecture du jeu, quand tu sais vraiment bien y jouer, bah, tu vois le truc venir. Mais des fois, l'autre a tellement bien cimenté son truc que tu sais rien faire. Et en même temps, c'est un jeu qui est tellement plaisant que tu peux aussi le faire découvrir à des non-initiés. Et voilà, tu vas les battre, mais c'est pas grave, ils vont passer un bon moment, ils vont apprécier ce truc d'acheter des animaux, de débloquer des compétences, de mettre des arbres sur leur plateau et tout ça. Alors attention, hein, c'est un jeu qui peut être très abrupt, on peut avoir des parties qui se passent très 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 mal, où on a des varans en boucle, on a notre deck qui est pollué et on sait plus rien faire. Encore plus avec l'extension Kodama. Donc je sais que moi j'ai initié des gens en incluant directement l'extension parce que j'avais vraiment envie de la pratiquer, mais alors il faut vraiment bien suivre ce que ces personnes font et les conseiller quoi sur les voies à suivre, parce que c'est un jeu où on peut vraiment se bloquer, être dans une spirale infernale. Mais c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est mine de rien un jeu assez exigeant quand on rentre vraiment dedans, quand on analyse ses mécaniques en profondeur, et je crois qu'il est sous-coté, vraiment. Enfin moi c'est ma take personnellement, et en avril j'en ai fait 3 parties, et c'était un délice, et j'espère pouvoir y jouer encore beaucoup. On part sur mai, avec 134 parties, mois de mon anniversaire, lors duquel j'ai, comme souvent, organisé un marathon jeu, donc on va avoir des jeux un petit peu plus costauds que d'habitude dans le lot. Je ne peux pas ne pas citer Mind Up comme un top. 4 parties lors de ce mois de mai, qui est le moment où je l'ai découvert, si je me souviens bien. Mind Up, voilà, j'en ai fait une vidéo où j'y joue sur la chaîne. Ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Si on veut vraiment le creuser tactiquement, comme The Number, qui est aussi un super jeu, The Number, n'en déplaise à plein de gens qui n'ont pas compris la proposition, bah, il vaut mieux y jouer à 3 joueurs, mais vous pouvez y jouer à 4, 5, 6 et vous marrer, et ça fonctionnera aussi, quoi. Tout dépend du degré d'exigence que vous voulez y mettre. Mind Up, c'est impossible à pitcher, mais on n'est pas là pour ça. C'est immédiat. On joue une carte, on la retourne, il se passe des trucs, on gère sa main, on planifie, on tente des coups. Des fois, on va être sûr de nous, des fois, on va moins l'être, et il y a de la tension qui se crée. C'est un jeu où il y a moyen d'être très très fin dans son analyse si on veut. On peut compter les cartes, on peut suivre qui a quoi. Presque comme une sorte de jeu de pli, on peut savoir quand on est maître, quand on est sûr d'obtenir un truc, ou quand, au contraire, il faut qu'on botte en touche. J'ai fait jouer tout le monde, des potes joueurs, mes parents. Mind Up, je pense que c'est un classique instantané. Il a marqué l'année et il continuera à sortir régulièrement, j'en suis convaincu. Alors un flop maintenant. Alors j'ai le choix entre plusieurs flops, mais celui que je vais retenir, parce que c'est peut-être un des plus connus, dont j'ai le plus entendu parler et qui moi m'a laissé froid, c'est Shogun no Katana. Oh, qu'est-ce que j'ai détesté ce jeu. On parlait du repérage dans l'espace avec Lofoten, bah là, si vous n'aimez pas ça, ne jouez pas à ce jeu, quoi. Shogun no Katana,
le core design, le cœur du gameplay, ce n'est que ça. Alors oui, il y a du placement d'ouvriers, mais vraiment ce qui importe, et là où on va devoir se casser la tête, c'est sur ça là, ça, son plateau personnel là, sur lequel on veut fabriquer des katanas, et il faut planifier si est-ce qu'ils vont aller à droite, en haut, à gauche, etc. en fonction des matériaux, les prochains matériaux dont on a besoin. En fait, le jeu n'est pas lisible. En fait, rien que pour comprendre comment vont se déplacer nos tuiles, c'est un enfer. Et c'est ça le challenge intellectuel du jeu. Mais au secours, franchement, c'est un placement d'ouvrier qui est très solitaire dans son expérience. Bon, après, on a joué à 2, j'imagine qu'à 4, il y a plus de tension. Mais en même temps, si tu veux avoir de la tension de l'ordre de « je veux piquer cet emplacement à mon adversaire parce qu'il en a besoin », ça sous-entend que tu dois lire les déplacements des tuiles katana sur le plateau de ton adversaire, et personne n'a envie de faire ça, parce que c'est déjà une pénitence de le faire pour soi-même. Non mais quelle horreur ce jeu, quoi. Vraiment, à part ça, à part fais attention à dans quel sens tes trucs vont se déplacer, n'a rien d'autre à proposer. Le matériel, c'est des figurines plastiques, là. Ils ont tout mis là-dedans, tu sens que c'est un Kickstarter qui pue le fric, mais qui a pas du tout bossé le cœur de son gameplay. Vraiment, j'ai détesté ce jeu, j'ai détesté ce qu'il avait à m'offrir, ça a juste été un mauvais moment, un moment de souffrance. C'est pas mal joué qui m'embête, hein. Il y a plein de jeux où tu te ramasses à la première partie, ta première partie de barrage, tu te prends une gifle et tu fais « Wow, c'était incroyable, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de maîtriser ce jeu, j'ai envie de bosser les stratégies comme un ouf pour me démerder. » Mais là, non, je veux juste fuir en courant. Quelle horreur, Shogun no Katana, quelle horreur. Mois de juin, 118 parties, on est dans la moyenne, tranquillement. Alors bon, on voit que Mind Up continue de truster le haut du classement en termes de nombre de parties. Bon, j'ai un top qui me vient vraiment à l'esprit, en même temps ça va décontenancer certains, mais qu'est-ce que je me suis marré en jouant à ça, quoi. Branle-Bas Wombat. C'est le jeu d'ambiance le plus crétin de l'année, à n'en pas douter. Probablement l'un des plus crétins de ma collection, si pas le plus. C'est l'équipe d'Exploding Kittens qui fait ça. Je les déteste. Je déteste leur ligne éditoriale et leur espèce de truc un peu crétin. Exploding Kittens, je trouve ça vide au possible, abyssal en termes de gameplay. Mais là, ils ont réussi à venir avec un truc qui est drôle et débile, mais bien édité, bien foutu. L'expérience fonctionne. Et clairement, tu te dis... mais ça va être nul, et tu y joues, et tu te marres. Bon, Branle-Bas Wombat, j'en ai déjà parlé sur la chaîne en vidéo, vous pouvez retrouver ça facilement si ça vous intéresse, mais l'idée c'est de construire des tours comme ça, avec des niveaux successifs, mais les yeux fermés, avec les mains qui farfouillent dans une boîte, et dans l'histoire, il y a un traître, et il y a quelqu'un qui a aussi les yeux fermés, mais qui est en train, à la place d'essayer de vous passer les pièces des tours, de communiquer, etc., qui est en train de foutre le sbeul, qui est en train d'enlever, de déconstruire les tours, qui est en train de cacher certaines pièces essentielles, etc. Et on sent toutes les mains au milieu dans la même boîte, et on essaie de savoir à qui appartient cette main qui est en train de foutre la merde. C'est hilarant, on se hurle dessus. Je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde, mais moi, ça me parle à fond. Toutes les parties de ce jeu ont été mémorables. J'en ai joué 4 parties rien qu'en juin. Ça a été mon jeu d'ambiance de l'été. Évidemment, c'est pas si facile à sortir que ça, parce qu'il faut être dans le mood. Faut être nombreux, hein. Ça se joue à 5, voire 6. 6, je pense que c'est encore mieux. Ça se joue à partir de 3, mais à 3, avoir un traître, ça n'a aucun intérêt. Le jeu est un peu anticlimatique quand on arrive à éliminer le traître, mais en même temps, on peut ajouter des rôles spéciaux qui mettent du piquant. Il y en a un qui est gentil au début, puis qui devient méchant quand les gentils ont un certain nombre de points. Ça se joue en 3 points, on marque des points en fonction de à quel point nos tours ont été ravagés ou au contraire ont tenu bon. Et c'est très 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 rigolo, Branle-Bas Wombat. S'il fallait retenir un jeu d'ambiance cette année, ce serait celui-là. Mais attention, c'est con, hein. C'est complètement con. Alors un flop pour le mois de juin, bah, là aussi ça me vient assez vite. Le hasard fait que c'est une nouveauté 2023, c'est Archaeos Society. Alors c'est pas le flop ultime, parce que au début j'y jouais à 2, j'ai trouvé ça plat, mais vraiment mauvais. J'ai vu aucun intérêt dans le jeu, donc c'est la refonte d'Ethnos de Paolo Mori. Ethnos qui était plutôt un jeu à 4 pour le coup. Et Archaeos Society, au début je me suis dit, bah c'est un jeu qui se joue à 2, parce qu'il n'y a pas énormément d'interaction, etc. Et en fait, c'est quand même beaucoup mieux quand on y joue à 3, 4, 5. Maintenant, le fait est que je l'ai pas mal pratiqué en famille, que ça s'y prête pas trop mal, même s'il faut se farcir les différents rôles spéciaux, les pouvoirs des plateaux, etc.
Mais bon, en même temps, c'est ça qui fait le sel du jeu, parce que sinon, il est vraiment très vanille, il a vraiment très peu de profondeur à offrir si on ne prend pas en compte ses pouvoirs un peu spéciaux. Et en même temps, ben, je remarque que sur le long terme, il n'a pas enthousiasmé plus que ça, hein. C'est quand même assez long pour ce que c'est finalement. On est sur des parties d'1 heure, 1 heure et quart. Ça peut tirer en longueur, parce que comme dans Forêt Mixte, dans tous ces jeux-là, ça se termine en fonction de quand on tire le 3e singe du paquet. Donc, en fonction de où il est placé, ça peut donner des fins vraiment frustrantes, vraiment tendues, ou des fins qui tombent un peu à plat, hein. Franchement, la fin de la manche est juste prématurée et ça satisfait personne. Donc voilà, on a passé un bon moment en y jouant, mais clairement, il est tombé dans l'oubli et j'arrive plus à le remettre sur la table. Et je pense que le côté serious business de la thématique fait que c'est beaucoup moins fun qu'un Ethnos, et du coup, il aurait plus de mal à s'imposer à des tables de joueurs plus passionnés. Et en famille, je crois qu'on en a fait 7 parties sur l'année, et que toutes les fois où je l'ai reproposé récemment, personne n'était chaud pour y jouer, donc ça montre bien que c'est une impression en demi-teinte, et que le jeu n'excite pas plus que ça, même si il fonctionne, il a de la gueule, il est bien édité, mais ça suffit pas à donner envie de jouer au jeu sur le long terme. On a fait la moitié, on attaque juillet, le mois de la démesure, parce que 211 parties. Et oui, mesdames et messieurs. Alors ça s'explique facilement, hein. En juillet, je suis parti en vacances avec ma famille, et c'est des périodes où on joue beaucoup, puisque je le disais en intro, tout le monde joue autour de moi. Donc oui, l'après-midi, on va aller à la plage, etc. Mais le matin, le soir, on va se retrouver avant tout pour jouer. Vous aviez pu suivre ça sur la chaîne, hein. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo avant mon départ en vacances pour vous parler des jeux que j'emmenais avec moi, et après pour faire le point, pour voir qu'est-ce qui était sorti, qu'est-ce qui avait vraiment bien fonctionné ou pas. Le jeu que j'ai envie de retenir de cette période estivale bien remplie, c'est Rift Force, qui a été une claque incroyable, et j'ai d'autant plus envie de le conseiller que c'est un jeu qu'on peut choper facilement pour pas cher. Il est déstocké régulièrement, y compris avec son extension, et c'est le genre de jeu où vous avez plein de factions différentes, et vous en prenez au pif et vous les mélangez pour la partie, comme champ d'honneur, etc. Donc moi je vous conseille, si vous pouvez, de prendre l'extension directe si vous pensez que le jeu peut vous plaire, parce que ça vous fait juste plus de contenu, plus de variabilité, plus de renouvellement. Rift Force, c'est génial, c'est une espèce de jeu d'affrontement, presque jeu d'escarmouche. Il pourrait y avoir des figurines, mais c'est des cartes, et ce qui est intéressant, c'est que ces cartes, elles vont à la fois être nos unités qu'on place sur le terrain de jeu pour essayer d'éliminer celles de l'adversaire et de marquer des points. C'est une course à 12 points, encore une fois, on y revient, hein. Les courses, moi j'aime ça crée de la tension. Et en même temps, ces cartes, elles vont aussi être nos ressources pour activer nos unités. Et donc, on peut jouer une carte pour activer toutes les autres unités qui représentent le même type que la carte qu'on a jouée, ou le même nombre. Et il y a des 5, des 6 et des 7. Et ce 5, 6, 7, c'est un nombre de points de vie. Donc les 7, elles vont être plus robustes, mais vous aurez moins de cartes 7 dans votre paquet, donc vous pourrez les activer moins souvent. Donc cette idée, elle est brillante, c'est juste fou, c'est juste super bien pensé, et ça crée des retournements de situation permanents, parce qu'on peut avoir plein de 5 assez fragiles qu'on va activer souvent, mais qui vont vite mourir, donc l'autre va revenir, etc. On peut avoir des stratégies plus long terme, avec des bons gros sets qui tiennent, mais qui vont être moins actifs. Et c'est juste trop bien, quoi, Rift Force. Chaque élémentaire a sa propre capacité, le vent va bouger dans tous les sens, le feu va faire des gros dégâts, mais il va aussi attaquer vos propres unités derrière lui. Les illustrations fonctionnent bien, le gameplay est ciselé, ça se joue en 20-30 minutes, c'est hyper tendu du début à la fin, c'est assez technique, mine de rien. Il y a évidemment un peu de chance au tirage, mais la chance ne suffit pas pour l'emporter, il faut vraiment être tactique dans le placement, dans les coups qu'on va faire. On n'a que un choix parmi 3 à son tour, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore, ça me correspond à fond, et si vous aimez les jeux de cartes d'affrontement à 2, franchement foncez sur ce jeu, quoi, surtout à prix réduit. Alors dans tous les jeux de juillet, qu'est-ce que j'ai envie de retenir comme flop? Peut-être que le jeu qui m'a le plus déçu, parce que j'en attendais beaucoup, c'est Oricalc de Catch Up Games. C'est un jeu qui est signé Bruno Catala et Johan Goupy, donc c'est pas rien. Un pilier du monde ludique français, et un jeune auteur plutôt prometteur. Et Oricalc, ça m'a paru tellement fade. C'est typiquement le genre de jeu qui me semble tellement lissé pour correspondre au plus grand nombre, pour être dans cet entre-deux entre familial et expert, et se vouloir initier, que moi ça m'a paru sans saveur. Les bâtiments, j'ai déjà oublié à quoi ils servaient. Alors certes, là aussi c'est une course à points de victoire, mais
qui m'a pas paru particulièrement tendue. S'il y a une interaction, elle se fait dans le draft autour de la rivière de cartes, là, mais le système de combat des monstres avec des dés m'a pas convaincu. Le système de placement de tuiles, on met des tuiles avec des territoires sur son plateau, on essaye d'avoir des territoires identiques, collés, c'est vraiment vu et revu, je trouve. Vraiment, ce jeu, ouais, c'est du classique du début à la fin, et ils ont eu l'audace de le vendre comme un mini 4X, et qu'est-ce que c'est casse-gueule de dire ça, et qu'est-ce que c'est usurpé comme terme, et je m'en fous, hein, je suis pas particulièrement fan du 4X, je suis pas là pour défendre la bonne définition des genres ludiques, etc., mais ça n'est jamais excitant comme peut l'être ces jeux d'exploration, de conquête, etc. C'est vraiment très plat, c'est vite joué, vite oublié. Ça m'a laissé aucune forte impression. Il y a un peu de construction de moteur, mais les ressources sont pas très excitantes. Vraiment, je trouve que ça représentait tout ce qu'il y a de mauvais dans la tendance actuelle du secteur ludique à essayer de lisser un maximum les propositions pour qu'elles soient sans aspérité, pour que tout passe nickel. Et je dis ça alors que j'adore Catch Up Games, je suis vraiment fan de ce qu'ils font, mais celui-là, j'avais voulu l'acheter par principe à sa sortie, puis j'avais vu des retours un peu mitigés, je m'étais abstenu, et je suis content de l'avoir fait parce que clairement, c'était absolument sans saveur. On continue l'été avec le mois d'août, un poil moins gargantuesque, 165 parties jouées, alors d'accord, ça reste très 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 bien. Là, je pourrais vous parler de plein de choses, quoi. Il y a Galileo Project, il y a Gozu X, il y a Oracle de Delphes et Jorvik dans les jeux un peu plus anciens. Alors Galileo Project et Gozu X, c'est vraiment très très bien. Sur le coup, Sorry We Are French a fait très fort, mais je vais vous parler, pour être un peu plus original, de Jorvik. Pourquoi ? Parce que Jorvik, quand j'ai fait la rétrospective Stefan Feld, j'y avais pas encore joué, et depuis j'en ai fait 2 ou 3 parties, et c'est trop bien pour moi. Jorvik, c'est du placement d'ouvriers hyper épuré, où vos ouvriers vont vous servir potentiellement à récupérer des cartes, mais en même temps, plus il y a d'ouvriers en dessous d'une carte, plus elle va être chère, et on va servir dans l'ordre de priorité, et celui au-dessus de la colonne, bah, il va pouvoir acquérir la carte, mais il va devoir payer autant de pièces que d'ouvriers déjà présents. Par exemple, pour le bateau, là, en bas, il faut payer 3 pièces, parce qu'il y a 3 ouvriers présents. Si jaune s'abstient, il dit non, c'est trop cher, je veux pas, bah, c'est au tour de blanc, qui doit plus payer que 2 pièces. Et donc, vous voyez à quel point le jeu est fourbe. On peut très bien venir parce que on veut avoir une carte, mais on peut aussi venir juste par principe pour emmerder les autres. Et le jeu, c'est juste ça, quasiment, et puis après, c'est de la collecte de ressources, de la transformation, des petits pouvoirs, etc., qui ont vraiment tous leur intérêt, et on va se donner des défis sur le long terme. On va dire, d'ici la fin de la partie, je veux avoir réuni ces 3 ressources-là pour marquer 8 points, et dès lors qu'on s'est engagé dans ce défi, ben, les autres vont essayer de nous contrer. C'est un jeu où on se contre en permanence, ça parle beaucoup autour de la table, ça prend tout son sens à 4, ça fonctionne aussi à 3. Moi, j'adore ce jeu, c'est le genre de proposition épuré, avec une mécanique maligne de placement d'ouvriers qui me fascine, qui me donne envie de juste poser le plateau là, et de voir, on est tour 1, et ça y est, il y a déjà de la tension, on est déjà en train de se regarder dans les yeux et de serrer les dents, et je trouve ça fantastique, en fait, les jeux comme ça. Et il y a un système qui rappelle celui de Spyrium, mais encore plus léger, donc moi j'adore, je trouve ça fou, mais je sais que ça fait pas l'unanimité, hein, donc voilà, il faut que vous aimiez le genre de proposition très épurée, comme ça, très simple, mais en même temps qui favorise une interaction centrale, mais moi j'adore, et si ça vous parle, ben essayez de vous procurer ce jeu-là, quoi. Alors un flop du mois d'août. Ah oui, ouais. Oui. L'île des trains. L'île des trains, un jeu de cartes comme il existe tant d'autres, où on vous dit que chaque carte va avoir plusieurs effets potentiels. Elle va pouvoir alimenter votre train, votre locomotive, et peut-être vous donner des pouvoirs spéciaux, augmenter votre capacité de stockage. Elle va aussi pouvoir servir comme marchandise. Donc voilà, c'est la base de plein de jeux de cartes que j'adore, comme la Gloire de Rome, par exemple. Une même carte a plusieurs utilisations potentielles. Donc sur le papier, ça avait tout pour me plaire, mais la règle est tellement mal foutue, c'est tellement difficile de rentrer dans le jeu, de comprendre sa logique. L'iconographie est complexe pour rien. Il y a des lettres là qui sont là pour déterminer les types d'actions, etc. C'est pas clair. Une des actions du jeu, la livraison, c'est vraiment, faut relire plusieurs fois pour comprendre comment ça marche. Et même à l'usage, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on fait. Il y a des cas particuliers qui sont pas bien définis. Et en fait, du coup, on se retrouve avec une expérience assez lourde, assez pénible. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on a envie quand on joue à ce genre de jeu de cartes assez incisif où ça clique direct et on est directement dedans et on a envie d'enchaîner les parties.
Et en fait, il y a déjà tellement de représentants de ce genre de jeu que celui-là, c'est pas le thème qui va me donner envie de me pencher dessus plus que ça, parce que clairement, c'est des trains, ça pourrait être autre chose, il n'y a pas de notion de réseau ou quoi qui vient ajouter de l'originalité. Donc, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Rejouez plutôt à La Gloire de Rome, si vous arrivez à le trouver, par exemple, qui est vraiment fantastique. Dans l'île des trains, chez moi, ça a fait flop. Je l'ai pas encore revendu, je me suis dit, ah, on va le retenter, maintenant qu'on a plus les règles en tête, etc. Mais en vrai, pourquoi faire, quoi? Il y a déjà tellement de bons représentants du genre, que plutôt rejouer à cela, plutôt que s'acharner sur cette proposition qui est un peu absconce et sur laquelle il va falloir redoubler d'efforts pour comprendre où on veut en venir. Mois de septembre, 131 parties. Voilà, le travail redémarre. On a moins de temps libre pour jouer, évidemment, mais ça reste tout à fait honorable. Début septembre, j'ai eu la chance d'aller chez Yoel, d'ailleurs, et de faire une vidéo avec lui. Alors, le flop évident, ce serait vous reparler de Barcelona, mais j'en ai déjà tartiné des couches avec ça, donc je pense que vous avez compris. J'ai fait un long argumentaire pour expliquer pourquoi cet Eurogame, à la fois s'inscrivait dans une tendance actuelle et en même temps une tendance qui ne me correspond pas du tout. Non, je vais vous parler, ça va peut-être vous surprendre, du jeu qui truste le haut du classement en termes de nombre de parties, c'est Lorcana. Lorcana, j'y ai notamment joué avec Yoel sur ses decks, c'était plaisant d'échanger quelques parties. Pourquoi Lorcana est un flop? Pas parce que le jeu est intrinsèquement mauvais, mais tout simplement parce que c'est un flop au sens littéral du terme, c'est-à-dire que le soufflet est complètement retombé chez moi. J'étais enthousiasme à mort, j'avais une grosse hype, et en vrai, je n'ai pas été déçu par le jeu, parce que je savais quoi en attendre. Je savais que ça serait un jeu de cartes extrêmement simple, épuré, et je l'ai pratiqué un petit peu à haut niveau, avec... donc, moi, mon niveau n'est pas haut, mais en tout cas, en prenant des decks méta, en prenant des decklists, y compris sur Pixelborn, etc., en voyant des adversaires qui savaient un petit peu jouer, et je vois que le jeu a une profondeur, clairement, il en a une, et je pense que le jeu a beaucoup de potentiel en tournoi, etc. Et en même temps, il est très accessible, donc il y a cette espèce de grand écart qui m'a permis de faire des parties avec ma fille, où clairement, elle comprenait pas tout ce qu'elle faisait, mais le principe très simple de prends une carte, mets-la en encre, si tu as une carte en encre, tu peux jouer une carte qui coûte 1. Les effets de jeu sont très simples, je lui explique juste, elle joue avec sa main révélée, elle comprend la notion d'attaque, elle comprend la notion de l'or, le fait que c'est une course pour atteindre 20 points de victoire, et une fois qu'on a ça, tu peux jouer en fait. Alors oui, elle va pas être aussi compétitive qu'un adversaire adulte, mais on peut avoir ce moment d'échange autour des licences qu'elle adore, donc rien que pour ça, merci à Lorcana. Mais c'était une passe, c'était un amour d'été, et clairement, j'en ai vite eu ma claque d'acheter des cartes au prix fort, parce que pour aller chercher les cartes légendaires en x4, ça va être cher, ça va être long, ça va être un investissement que j'ai pas envie de fournir. Du coup, je me suis mis à faire des proxys, donc à imprimer des fausses cartes, juste pour jouer dans le cadre familial tranquillement, et pas avoir à me faire chier, à les traquer sur le card market, à acheter des cartes à 50 € l'unité que je fais ramener chez moi, etc. J'ai aucune envie de rentrer dans cette spirale-là, quoi. Mais même comme ça, au bout d'un moment, j'estime en avoir un peu fait le tour. Alors oui, il y a des nouvelles cartes qui arrivent, mais j'arrive pas à ressentir l'engouement, quoi. J'ai pas précommandé la vague 2, elle est déjà épuisée, alors oui, elle revient, etc. Mais je n'ai plus l'étincelle que j'ai eue au moment, et c'était très chouette, hein, mais d'ouvrir tous les boosters de la saison 1 et tout, de classer les cartes dans un classeur avec ma fille et tout ça, c'était agréable, c'était un beau moment de partage, mais c'est fini. C'est une amourette d'été qui s'est envolée, et j'ai plus le temps pour ça, j'ai plus envie de consacrer du temps à ça, et clairement, je passe à autre chose. Mais ça n'enlève rien au fait que je trouve que c'est un bon jeu, et c'est un jeu auquel j'ai pris du plaisir pendant un moment, qui m'a vraiment obsédé pendant un moment, et il tient la route, et je trouve pas que ce soit une arnaque ou quoi que ce soit, ou ce qu'on a pu entendre ou lire ça et là, qui sont des propos démesurés. C'est un bon jeu. C'est juste que sur le long terme, je m'y suis pas accroché. Bon, dans les flops, j'aurais pu citer aussi Archaeologic, hein, mais là encore, si vous avez déjà vu la vidéo avec Yoel, vous avez compris que c'était pas pour moi. Oh, et ça, catastrophe ce jeu, là. Gift Trap, oh là 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 là, un de mes pires naufrages en termes de présentation d'un jeu d'ambiance à ma famille depuis très longtemps. C'est un autre exemple des conseils de Simon du Passe-Temps qui n'ont pas pris, c'est Gift Trap, c'était la catastrophe en termes d'ergonomie, ça tuait tout le fun. Mais bon, on va quand même bien trouver un top en septembre, parce qu'on fait que de se plaindre. Je pourrais vous parler de Far Away, qui est une évidence et dont tout le monde parle déjà. Moi j'aime beaucoup Far Away, là aussi je lui ai déjà consacré une vidéo sur la chaîne. Mais je constate qu'en septembre, j'ai quand même fait 2 Underwater Cities, et c'est pas rien quand même, hein, pour un Eurogame qui dure
1h30, 2 heures, d'arriver à encore le sortir 2 fois sur le même mois, aussi longtemps après sa sortie. Et c'est caractéristique de mon année, parce que Underwater Cities, j'ai dû en faire au moins 6 ou 7 cette année. C'est un jeu qui ressort très régulièrement, que ce soit pour initier des gens, ou que ce soit pour le pratiquer avec mon frère. On en a fait une ou deux avec Benjamin aussi. C'est un jeu auquel je prends toujours autant de plaisir, à 2 joueurs strictement. C'est le parfait équilibre entre la gestion de main, le placement d'ouvriers un petit peu tendu, mais pas trop, une adaptation tactique constamment nécessaire, et des dilemmes, des gros dilemmes, et je trouve qu'on ressent plus assez ça de nos jours dans les jeux, entre est-ce que je fais cette action en sachant que j'ai une carte qui est pas tout à fait appropriée à sa couleur, mais tant pis, il faut vraiment que je la fasse maintenant, ou est-ce que je retarde mon action pour quand même jouer des cartes de la bonne couleur, mais en sachant que je vais peut-être me laisser rattraper. Et avec l'extension New Discoveries, qui est à la fois pas indispensable et qui en même temps amène une espèce de prélude où on joue un tour de moins et on a un gros boost au démarrage qui est super plaisant, qui crée une asymétrie intéressante et qui fait de la tension dès le début, bah, le jeu devient vraiment très 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 savoureux. Donc Underwater Cities, ça reste un classique de l'Eurogame que j'ai vraiment pas mal pratiqué cette année. Je trouve ça assez fort que le jeu résiste à l'épreuve du temps, qu'il arrive à s'imposer face aux nouveautés, etc. Je pense que par exemple, il est sorti autant de fois que Revive cette année, alors que Revive, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui est peut-être dans une espèce de format un peu similaire, mais pourtant c'est une nouveauté. Tu pourrais penser que Revive allait prendre toute la lumière, qu'il allait éclipser Underwater Cities, bah pas du tout. On se dirige vers la fin de l'année, octobre, avec un nombre de parties relativement similaire. On est sur 127, donc on reste sur la lignée de septembre. Octobre, ben, c'est évidemment le mois d'Essen. Alors, c'est pas difficile de trouver un top, hein. Je pourrais vous parler évidemment de Nucleum, je pourrais vous parler évidemment de Kutna-Hora. Dans les flops, j'ai aussi l'embarras du choix, parce que j'ai testé un paquet de merde aussi à Essen. Timeline Twist, franchement le twist, je le cherche encore. 3 minutes Crazy Café, bah, ça durait 3 minutes et c'était encore trop long. Et je pourrais évidemment encore en ajouter une couche sur Evacuation, j'ai déjà dit tout le mal que j'en pensais. Mais il y a un flop dont j'ai pas encore parlé et que j'ai envie de développer un petit peu, c'est The Art Project. Jeu français de Florian Sériex et Benoît Turpin chez les Lumberjacks. Le jeu est une merveille d'édition. Les illustrations de Vincent Dutray, bah, comme souvent, elles sont top. Mais au-delà de ça, il y a un effort de générosité, comme il y en avait dans The Loop, où on va vous fournir 6 plateaux différents qui ont chacun leurs propres règles. Il y a un grand soin qui a été porté au matériel. Alors, regardez-moi, ça c'est magnifique. Mais le jeu, c'est un coop qui a fait flop chez nous. On y a joué à 2, on a fait 2 parties d'affilée pour être sûr. Une défaite, une victoire. Pas que le jeu est trop facile, trop difficile ou quoi. Je pense que ça s'échelonne assez bien. Non, c'est plus que... vraiment, on n'a pas du tout été excité par la proposition, quoi. Ça fait penser un peu à du Pandémie. Tu te déplaces pour éliminer les agents. Quand les bonnes icônes sont là, tu peux aller récupérer une œuvre d'art dans une ville. Et pour les combats, bah, ça se joue au dé, mais tu peux dépenser des ressources pour augmenter tes valeurs. Alors oui, je sais que si tu fais tous les plateaux, tu vas avoir des petites spécificités à chaque fois, mais en fait, si la proposition centrale, si le premier contact avec le jeu ne te met pas une baffe, bah, le fait est que tu vas pas avoir envie d'aller plus loin, quoi. Alors peut-être si tu découvres le jeu de société moderne avec cette proposition-là, que c'est ton premier coop, que tu te dis « Ouah, c'est malin », oui, je comprends que ça puisse plaire, mais si t'as déjà vu passer plein de jeux, que t'as déjà joué à Ghost Stories, à des propositions radicales comme ça, que t'as déjà joué à The Loop, qui moi est probablement mon coop préféré, qui déborde de singularité, ben ici, derrière les illustrations, la qualité de l'édition, en termes de gameplay, t'as pas grand-chose auquel te raccrocher pour te donner envie d'y plonger à corps perdu. Et du coup, ben, on peut mettre autant de contenu dans la boîte, je trouve que t'as pas envie de te pencher dessus, quoi. Donc voilà, c'est un jeu que j'avais demandé à Golden Meeple, donc il m'a rien coûté, c'est très bien, on en a fait 2 parties, et puis voilà, il prend la poussière depuis. Et c'est dommage, parce que je suis sûr qu'il y a énormément de bonne volonté qui a été mise dedans, qu'il y a beaucoup d'amour, je pense qu'il y a un développement qui a été très long, et peut-être que certains y prendront du plaisir, hein, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment quelconque à mort, quoi. Bon, pour le top, je le disais, j'ai l'embarras du choix, et je pourrais vous parler de toutes les nouveautés des scènes qui ont marqué l'année. Je le disais, un Nucleum, Kutna-Hora, et dans une moindre mesure, des jeux comme Dracula vs Van Helsing ou Unmatched qui m'ont mis des grosses claques à la découverte. Mais il y a un jeu qui me reste, auquel je repense tout le temps,
c'est Vivaldi. En fait, octobre, ça a été l'occasion d'un week-end chez Filippo, un camarade belge chez qui on se rassemble avec notamment les voituriers ludiques, hein, Romain Bré et Ben. Et ben, vous le savez, ils ont une obsession sur les jeux de pli, ils ont le format Passion Pli sur la chaîne des recettes ludiques. Moi, je regardais ça avec circonspection, mais pris dans l'élan, pris dans leur enthousiasme, on s'est retrouvé avec mon camarade Samuel à essayer plein de jeux de pli, et celui-là, il m'a vraiment marqué. J'y repense tout le temps. J'ai ouvert le podcast Café Jeu en parlant de lui, et depuis, il me hante, et si je dois retenir un jeu de pli auquel j'ai joué cette année, c'est celui-là. Vivaldi, c'est vraiment très singulier, ça se joue à 5 uniquement, et une espèce d'enchère en début de partie pour définir qui va être votre partenaire. Ce partenaire, il va être secret, parce que ça dépend de la carte sur laquelle c'est arrêté l'enchère, c'est celui qui a cette carte en main qui va être défini comme étant votre coéquipier. Et de là, ça va se jouer à 2 contre 3, et surtout le plus original dans le gameplay, c'est un may not follow, comme on dit, donc vous n'êtes jamais obligé de suivre la couleur. Et ça retourne complètement le cerveau, parce que généralement, dans un jeu de pli, quand quelqu'un lance en rouge, tu dis « Ok, j'ai du rouge, je suis en rouge ». Là non, tu fais ce que tu veux. Et du coup, il y a une part de déduction qui arrive là-dedans. En fonction de ce qui a été retenu dans l'enchère comme la couleur positive et la couleur négative, il y a des cartes qui vont faire leur valeur en points de victoire positifs et d'autres en points négatifs. Et donc, tu peux jouer ouvertement et charger la personne qui est en train de remporter le pli avec des points négatifs. Bon là, on a compris que c'était pas ton pote. Tu peux un peu plus jouer l'entre-deux et attendre, en sachant qu'il y a un moment dans la manche où tu vas jouer la carte qui avait appelé l'enchère, qui avait défini que tu étais coéquipier, et là, les masques tombent, et le jeu prend une autre tournure. Donc en attendant, on se regarde tous en chien de faïence, etc. C'est vraiment très intéressant, Vivaldi, c'est une proposition unique. Bien sûr, je dis pas que hiérarchiquement, je le mets au-dessus de jeux comme Nucleum, Kutnaora, etc., mais si je dois être honnête dans mon ressenti, si je dois citer un jeu joué en octobre qui se démarque des autres et qui continue à me trotter dans la tête, c'est celui-là, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer depuis. Je pense même pas que je voudrais l'acquérir, parce que faut être 5 absolument, puis c'est très singulier, c'est pas si facile à sortir que ça, et en même temps, ça continue à m'obséder. On se rapproche de la fin de l'année, on arrive en novembre, c'est très proche de nous, hein. Novembre c'était un bon mois ludique, 129 parties, tout va bien. Voilà encore, je pourrais vous parler des évidences, hein, les jeux auxquels j'ai beaucoup joué, avec vraiment un public très large cette année, comme Nekojima, auquel je fais jouer ma fille, ma grand-mère, et des potes plus joueurs, ou Cocopelli, qui est un feld très familial et en même temps qui plaît à un public très varié, y compris à des gens qui vont le creuser dans ces notions de tempo, de timing, etc. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé en podcast, et si je dois retenir un top, j'ai plutôt envie de ressortir une vieillerie pour le coup, c'est Navigador de McGuertz. Et pourtant, on n'en a fait qu'une seule partie en novembre, hein, c'est un jeu de 2010, évidemment je le ressors pas tous les mois non plus, mais cette partie, elle était marquante parce qu'elle était faite dans le cadre d'un marathon-jeu que j'organisais, un dimanche matin, on était 5, ce qui est quand même assez particulier, et tout le monde découvrait sauf moi, et tout le monde s'est pris une claque, et tout le monde n'a pas arrêté de dire pendant la partie, alors que c'était des joueurs et joueuses chevronnés, mais qu'est-ce que ce jeu est bien, qu'est-ce que c'est épuré, qu'est-ce que c'est à la fois facile d'accès et profond, et c'est le genre de sensation que j'adore, quand tu arrives à ressortir une vieillerie de ton armoire, et que tout le monde fait « mais pourquoi je connaissais pas ce jeu ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Pourquoi est-ce qu'on continue de parler des nouveautés ? » Alors qu'il y a des jeux de 2010 qui sont incroyables comme ça. Navigador, je le mets sur le même plan qu'Hansa Teutonica à ce stade-là, parce que c'est des jeux de 2010-2011 qui ont en plus le bon goût de se jouer super bien à 5, et qui devraient être dans toutes les ludothèques des amateurs, amatrices de stratégie, en fait, parce que c'est très simple, il y a juste cette roue d'action, à votre tour, vous pouvez avancer de 1, 2 ou 3 cases, et vous faites l'action sur laquelle vous arrivez, et après c'est tout. Et de là va naître une dynamique économique avec un marché où il faut anticiper ce que fait l'adversaire avant vous. Il faut aller sur un terrain que ne vont pas explorer les autres joueurs pour arriver à développer une économie viable. Il y a une course pour la fin de partie parce que on explore petit à petit, on va découvrir des territoires, on va perdre des navires en explorant ces territoires. En même temps, ça va nous donner de l'argent
Et quand on aura fait tout le tour du plateau, ça va mettre fin à la partie, quand on atteint Nagasaki. Donc on surveille qui va pouvoir mettre fin à la partie, comment, et on essaye de pas se faire avoir avec ça. On remplit son petit plateau personnel avec des privilèges, c'est des axes stratégiques de scoring très très simples, et beaucoup d'interactions là-dessus. Il faut vraiment se surveiller pour empêcher qu'un joueur se gave sur les trucs. Donc on va parfois faire des coups moins optimisés pour accepter de contrer l'adversaire. Il y a une course aussi sur l'achat des bâtiments, notamment la stratégie église, qui peut sembler très forte quand on débute, et en fait l'est pas tant que ça, mais quand on parvient à bien jouer et à contrer comme il faut celui qui part là-dessus. Donc c'est un jeu intrinsèquement interactif, vite expliqué, très organique dans la façon dont fonctionne son marché. C'est vraiment les joueurs et joueuses qui vont faire fluctuer l'économie par leur action, comme dans Kutna-Hora. C'est pas pour rien que j'adore Kutna-Hora, c'est pour ce genre de proposition très interactive et organique qui dépend vraiment de l'implication des joueurs, en fait. Navigador, ça a pas pris une ride, ça a été vraiment une parenthèse de bonheur pendant le mois de novembre, où chacun est ressorti de la partie enchanté, et moi ça me fait trop plaisir quand ça se passe comme ça. En plus, c'est un vieil Istari Plus, donc voilà, j'en avais parlé dans la vidéo qui raconte le marathon, mais là j'ai envie de retenir à nouveau ce jeu-ci en novembre, parce que ça fait trop plaisir. Alors si je dois vous citer un flop en novembre, pas évident pour le coup, hein, principalement des bons jeux joués en novembre, mais je vois celui-là qui se détache, à essayer en ludothèque avec ma fille, c'est Monza. C'est un classique d'ABBA, dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. C'est encore un jeu de Formule 1, décidément j'aime vraiment pas ça. C'est voilà, un jeu de course à base de dés, où on va lancer des faces de couleurs et les utiliser pour se déplacer sur un circuit qui ressemble à ceux d'automobile, mais en plus enfantin. Et j'avais entendu beaucoup de bien de ce jeu. Je pense que c'est les Incredibles qui l'avaient cité en exemple, comme un jeu enfant auquel peuvent s'amuser aussi les adultes. Et je n'ai pas compris, je n'ai pas compris ce qu'il avait d'intéressant, en fait, parce que dans Monza, tu lances tes dés et tu vas te déplacer sur les cases qui correspondent aux couleurs, en essayant tout simplement de faire la meilleure séquence possible, donc vert, bleu, jaune, machin, puis à un moment t'es bloqué, tu sais plus avancer, et voilà. Et alors oui, il y a un peu de réflexion pour parvenir à dérouler les bonnes phases dans le bon ordre, mais en vrai, il n'y a qu'une seule façon de le faire de la manière la plus optimisée possible. Les enfants, en plus, ne vont peut-être pas le voir du premier coup, donc du coup c'est embêtant, parce que t'es dans un entre-deux, soit tu les laisses se planter, mais alors c'est pas très joyeux pour eux, c'est un peu frustrant, soit tu leur dis mais non, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, mais alors il n'y a pas d'épanouissement personnel, tu fais tout à leur place. Donc clairement j'ai pas compris l'intérêt de Monza. Après je suis content de l'avoir essayé en ludothèque, parce qu'il était sur ma liste d'achat depuis longtemps, et donc ça en fait un en moins à acquérir, mais voilà, décidément, les jeux de course et moi, en tout cas les jeux de Formule 1, ça fonctionne pas, hein. Qu'ils soient récents ou qu'ils soient vieux comme celui-là, parce que c'est un jeu qui date du début des années 2000, perçu par beaucoup comme un classique, moi je passe mon chemin. On en arrive enfin au mois de décembre, donc mois qui n'est pas encore complètement écoulé au moment où j'enregistre cette vidéo, mais où je suis à 79 parties. C'est clairement un des mois les plus faibles de l'année, et c'est pas pour rien, c'est un mois qui a été assez chargé en termes de soucis personnels. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu des grosses complications autour de nous, mais voilà, rassurez-vous, la famille va bien, tout va bien, mais ça a été plus compliqué pour jouer, les gens sont moins dispo, c'est l'hiver, etc. On a quand même beaucoup joué à Almost Innocent avec mon épouse, c'est vraiment très chouette, j'en parle dans un café-jeu. J'ai énormément joué à Érudit des Tigres du Sud, je l'adore, vraiment c'est exceptionnel, mais ça, je vais vous en reparler aussi en podcast. Il y a un flop qui s'impose facilement et qui est tout frais dans ma tête parce que j'y ai joué hier, c'est le Azul 3, Pavillon d'été. Là encore, un jeu chopé à la ludothèque, hein, merci le service public belge, parce que clairement, si j'avais acheté ça 40 €, je l'aurais mauvaise. Pour moi, le meilleur Azul reste encore le premier. Pourquoi ? Parce que dans celui-là, on a grosso modo la même phase de sélection de tuiles, la seule différence étant qu'à chaque tour il y a une couleur joker, et que cette couleur joker on peut prendre qu'une tuile à la fois quand on la ramasse. Donc vous pouvez prendre par exemple si l'orange est la couleur joker, vous pouvez récupérer les deux bleus qui sont là en bas,
plus prendre l'orange en plus, et vous stockez tout ça à côté de votre plateau. Vous ne le mettez pas directement sur des lignes comme dans Azul 1. Et dans un second temps, une fois qu'on aura chacun chopé toutes les tuiles qu'on peut récupérer, on va dépenser ces tuiles un par un pour se placer sur les différentes étoiles de notre plateau. Donc vous voyez, une case qui dit 4 bleus, il faut payer 4 tuiles pour se poser dessus. Vous allez garder un bleu que vous allez mettre, et le reste vous le dépensez soit avec des bleus, soit avec des tuiles de la couleur Joker, pour pouvoir vous acquitter de ce coup de pause. Et comme d'habitude avec Azul, vous scorez un point si la tuile est toute seule, ou plusieurs si vous arrivez à faire des groupements. Bon, le système de pause et tout ça, il est assez malin. Quand vous entourez des statues, vous allez pouvoir récupérer des tuiles supplémentaires au centre, etc. Pourquoi pas, il y a une petite course là-dessus, mais ça rend le tout beaucoup plus laborieux, parce que là où dans Azul, le cœur de l'expérience, c'est vraiment la prise de tuiles et le blocage, surtout à 2 joueurs, qui fait que je fais attention aux tuiles dont tu as besoin, je calcule pour que tu te retrouves avec ce gros amas de tuiles que tu peux pas placer sur ton plateau, qui vont arriver en négatif, etc. Là ici, dans Azul 3, même à la fin du jeu, on est rarement bloqué complètement, parce qu'on a une grande flexibilité avec les jokers, on a beaucoup de lignes d'étoiles différentes sur lesquelles se placer, et donc franchement il n'y a pas beaucoup de tension, c'est aussi moins lisible, comme le disait mon camarade de jeu hier, on voit moins immédiatement comment bloquer l'adversaire, quelles sont les tuiles qu'il faut lui piquer, etc. Donc moi je ressors de là en me disant autant rejouer à Azul 1 dont j'ai déjà dépassé les 35-40 parties et dont je me lasse toujours pas, et celui-là après une partie je suis là, quel intérêt, quoi. Donc franchement, comme quoi, dans les déclinaisons comme ça, en tout cas dans celle-là, je trouve que ça reste le premier qui reste le plus efficace de loin, quoi. Sachant que j'ai pas encore essayé le 4, mais il paraît qu'il est beaucoup plus complexe, et moi, ce que j'aime dans Azul, c'est son épure, c'est sa simplicité, donc j'ai pas envie d'ajouter des couches de règles en plus. Et enfin, si je dois citer un dernier moment ludique qui a marqué ce mois de décembre, là encore une fois, je pourrais parler d'évidence et citer les gros bangers Eurogame de l'année, comme Age of Innovation, etc. Mais en vrai, j'ai pris encore plus de plaisir à ressortir une vieillerie, vous commencez à connaître la chanson, c'est Heaven and Hell de Michael Kisling, connu en français sous le magnifique nom Le Bien et le Malte. Heaven and Hell, j'en ai déjà parlé, je le cite régulièrement, c'est un jeu unique en fait dans ce qu'il propose. Thématiquement, on doit faire de la bière, on doit parvenir à faire avancer les différents ingrédients pour faire cette bière de manière équilibré, donc à la fin du jeu, notre score sera équivalent à celui de notre pire marqueur, et pour ça on a aussi un multiplicateur représenté par notre maître brasseur qu'on doit faire avancer lui aussi. Et donc c'est vraiment un jeu où on doit équilibrer toute une série d'éléments. C'est très difficile d'arriver à tout faire avancer de manière égale, d'autant plus quand l'adversaire vient vous mettre des bâtons dans les roues, et les moyens d'y arriver sont multiples, et c'est très très ouvert, c'est facile de se prendre les pieds dans le tapis, mais en même temps c'est ça qui rend le jeu fascinant. À 2 joueurs, il va très très vite, on fait 3 tours du plateau central, et c'est déjà la fin de la partie, et il y a une mécanique super de qu'on a déjà vu plein de fois, mais de j'avance et je peux jamais revenir en arrière, donc est-ce que je vais foncer pour être sûr d'avoir cette tuile dont j'ai vraiment très besoin, ou est-ce que je vais ralentir le rythme, laisser mes adversaires passer devant, avoir accès à plus de tuiles, mais peut-être pas avoir celle dont j'ai un besoin essentiel. C'est exceptionnel, il y a du placement sur le plateau où il faut vraiment compter chaque sou, chaque unité de pièce compte, il faut planifier la façon dont on va récupérer de la thune, il faut bien faire attention à comment on se place. Est-ce qu'on veut se mettre côté sombre du plateau pour avoir des revenus en fric? Est-ce qu'on veut le mettre dans le côté illuminé où ça va nous coûter le double, mais en même temps ça va faire avancer les marqueurs et c'est comme ça qu'on gagne? Chaque tour de jeu est un dilemme intense, c'est très tendu, même à 2 joueurs, je le conseille à 2 ou à 3, pas à 4 parce que ça s'éternise et qu'on vous demande de faire 6 tours de plateau et en termes de manutention et tout c'est assez pénible, mais à 2 ou 3 c'est un bijou. Ce jeu il a pas très bien marché et c'est injuste parce que c'est vraiment une perle. C'est un Eurogame très mécanique mais qui n'oublie pas sa thématique, qui a des sensations assez uniques dont je me lasse pas après 15-20 parties. Clairement Heaven and Hell c'est une tuerie. Procurez-le vous, il est pas difficile à trouver. Vraiment, je connais aucun autre jeu qui lui ressemble et je vous encourage vraiment au moins à l'essayer, quoi. Parce que c'est particulier, ça peut vous laisser sur le carreau, mais si vous pouvez l'essayer, foncez. Voilà pour cette rétrospective de mon année 2023, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de pas à chaque fois choisir les éléphants dans la pièce, mais d'en profiter pour vous livrer un bilan
original, qui va pas rabâcher les mêmes jeux de tout le monde, sachant que, je le redis, si vous avez vraiment envie d'un top des nouveautés de 2023, bah vous lâchez 2 € sur le Ko-fi et le podcast Café Jeu est là pour vous servir. C'était intéressant à faire aussi pour moi de me replonger dans les parties de l'année écoulée, et clairement je vois tout l'intérêt de noter mes parties, au-delà de la statistique pure, c'est des souvenirs en fait, parce que quand je repense à une partie à un tel mois, je revois le contexte, et je pense que tout ça serait beaucoup plus flou si j'avais pas le nom des personnes qui ont participé, si j'avais pas l'endroit où on a joué, le moment de l'année, bien sûr, qui a gagné, etc. Tout ça, ça participe à me remémorer ces moments de jeu qui sont souvent magnifiques, qui sont des moments hors du temps, et c'est pour ça qu'on joue aussi, c'est pour s'évader. Et clairement, les statistiques, c'est leur fonction première, c'est des aides-mémoire, donc ça va peut-être être votre bonne résolution pour 2024. Commencez à noter vos parties. Vous pouvez utiliser BG Stats si vous voulez, mais moi je connais quelqu'un qui le fait dans un carnet à l'ancienne, et ça fonctionne aussi. L'idée, c'est juste d'avoir un archivage, en fait, pour tout simplement que tous ces souvenirs de jeu ne se mélangent pas, ne deviennent pas confus, mais restent gravés dans le marbre, dans le cloud, dans le papier, peu importe. Donc vous avez un support qui les aide à rester ancrés bien en vous. Voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est la fin de l'année, on est fatigué, on est émotif. C'était finalement la première année de Rue du Jeu. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette année, à partir du mois de mars où j'ai vraiment réactivé la chaîne avec des vidéos régulières. Il y a eu le changement de nom, il y a eu plein de choses. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi, je vous remercie pour vos gentils mots, pour vos dons, pour vos encouragements. Clairement, YouTube, ça demande beaucoup d'investissement. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer, avoir la force de continuer. Mais tant que vous serez là pour me pousser, pour me dire que vous aimez ce que je fais, ou en tout cas pour me faire des retours constructifs, bah, c'est clair que je risque pas de manquer de carburant. J'ai été original jusque-là, je vais me permettre un poncif. Je vous souhaite une excellente année 2024, évidemment. Qu'elle soit pleine de jeux, de surprises, de bonnes choses à tout point de vue. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger tout au long de l'année. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse, à bientôt en 2024. C'était Boris pour Rue du Jeu. Ciao. Go, but there's no time.